Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chronique et de reportage sur Public Sénat avec une émission 100% européenne ce soir, à 3 jours d'un scrutin crucial pour notre avenir. Et ce soir, le président de la République a décidé de peser une nouvelle fois sur la campagne. Interview sur TF1 et France 2 très critiquée par les oppositions. Le chef de l'État a assumé cette prise de parole. J'ai du mal à comprendre pourquoi parler du débarquement, parler de ce qui se passe en Russie, parler de ce qui se joue avec ces élections européennes, c'est ne pas être dans mon rôle. Cette journée du D-Day peut-elle rebattre les cartes au moment du vote dimanche? Emmanuel Macron peut-il remobiliser son camp? On en débat dans une minute. Et puis, dans la seconde partie de notre émission, gros plan sur les agriculteurs européens et la tonalité qu'ils ont donnée à cette campagne avec leur mobilisation cet hiver et encore cette semaine à Bruxelles. On nous demande toujours plus, on nous demande de réduire nos surfaces, mais pourtant de produire plus. On nous demande de produire à pas cher. C'est plus compatible, c'est plus vivable. Le mouvement des agriculteurs a-t-il plombé la liste écologiste menée par Marie Toussaint? Ont-ils été instrumentalisés par le Rassemblement national? Que deviendra la politique agricole commune après le 9 juin? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, cette interview d'Emmanuel Macron, les raisons pour lesquelles il a décidé de s'engager, aller voter, a-t-il déclaré, avant de lister les dangers liés au vote d'extrême droite. Si demain, la France envoie une très grande délégation d'extrême droite, si d'autres grands pays le font, l'Europe peut se retrouver bloquée. Parce que c'est quoi une Europe où l'extrême droite sera forte ? S'il y a à nouveau une pandémie, c'est une Europe qui ne vous protégera pas. Mais vous ne deviez pas faire baisser le Rassemblement national. On n'aura pas. C'est ce que je suis en train de faire. Là, en parlant, en essayant de convaincre. C'est-à-dire que les... vous n'aurez pas... Mais moi, je suis sur les idées. Je ne veux pas commenter les sondages. Je suis là pour parler. Je suis là pour défendre mes idées. Et donc, si demain, l'extrême droite a une minorité de blocage en Europe, vous n'aurez pas une Europe des vaccins. Ce sont des gens qui vous donneront la chloroquine ou le vaccin Spoutnik. Si demain, vous avez l'extrême droite qui a une minorité de blocage en Europe, c'est une extrême droite qui pourra arrêter le prochain plan de relance que nous avons voté malgré eux. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la France, malgré toutes les autres listes qui ont toutes voté contre. Si vous avez demain l'extrême droite qui a une minorité de blocage en Europe, face à l'immigration clandestine que nous subissons, vous n'aurez plus les textes qui nous protègent, parce qu'ils croient à la réponse nationaliste et pas européenne. Mais si demain, et donc ce que je dis, c'est que nous devons le 9 juin nous battre pour défendre ceux qui se battent pour l'Europe, parce que l'Europe nous protège. L'interview d'Emmanuel Macron peut-elle mobiliser son camp, remobiliser à 3 jours du scrutin européen? Et puis plus généralement, cette journée du D-Day peut-elle rebattre les cartes? On en débat avec Anne-Charlène Bézina. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes maître de conférences en droit public et constitutionnaliste. Vincent Couronne, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Chercheur en droit européen, directeur du média Les Surligneurs qui lutte contre la désinformation juridique. Clara Boer-Babev, bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes journaliste à Euractiv, site spécialisé sur l'Europe. Et Émilie Zapalski, bonsoir. Rebonsoir Émilie, éditorialiste politique. Merci d'être à mes côtés en cette soirée spéciale européenne. On était ensemble à 18h, on est là à 22h pour réagir à cette interview présidentielle. Peut-être tout simplement votre première impression, Anne-Charlène Bézina. Qu'est-ce qui ressort de son intervention pour vous ? Alors déjà, il y a eu une question d'entrée de jeu qui s'est posée sur la forme, sur la nécessité en fait de son intervention, parce que c'est vrai que les oppositions se sont saisies de cette question et on peut vraiment se demander, malgré ce qu'en a répondu le président de la République, si c'est le rôle d'un président de la République d'intervenir si tôt avant un scrutin. Aussi proche d'un scrutin. Aussi proche, on va dire, et surtout, même si ça n'est pas un scrutin national, un scrutin qui a de fortes implications nationales. Bon, cette question, à mon avis, ne me semble pas complètement réglée par l'intervention du président. Si on devait garder quelques lignes, je dirais un président engagé sur la question de l'Ukraine, sur l'international. On dirait que c'est un rôle qu'il a trouvé, peut-être ce domaine réservé du président de la République dont on nous parle depuis toujours dans nos manuels de droit de la Ve République. Et puis, voilà, finalement, une fin de discours plus centrée sur la lutte contre le Rassemblement national qui, elle, joue toujours cette ligne d'une forme de déni, en fait. C'est-à-dire que le président de la République choisit de considérer qu'il y a un danger autour de ce vote sans nécessairement prendre la question des leçons. Plusieurs fois, les journalistes ont dû revenir à la
charge pour lui poser la question de la politique nationale qu'il entendait mener par rapport à ça. Et on voit bien qu'il fait un peu la sourde oreille. Donc des lignes qui finalement sont les siennes depuis plusieurs années, peut-être même depuis son premier mandat, et qui ne changent pas. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est la question qu'on aura et qui nous donnera une réponse sûrement dimanche soir. Oui, effectivement, on verra si ça a un peu remobilisé son camp. Vincent Couronne, est-ce qu'il est sorti de son rôle de chef d'État un soir de commémoration du 80e anniversaire du débarquement? Bon, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que l'Arcom considère qu'une partie de son discours va probablement être comptabilisée, probablement les dernières minutes lorsqu'il s'attaque à l'extrême droite. Donc là, c'est un président qui descend dans l'arène politique et qui sort de son rôle peut-être de président au-dessus de la mêlée. En revanche, pour le reste, c'est des sujets, comme le disait Anne-Charlène, très régaliens, la guerre en Ukraine, c'est le rôle du président. On est à l'occasion des commémorations des 80 ans du débarquement. On aurait mal imaginé que le président de la République ne s'exprime pas à cette occasion. Mais surtout, on est là face à une situation où le président de la République, n'est que très indirectement touché par cette élection européenne, puisqu'il n'est pas candidat, il n'est pas tête de liste, et qu'en plus de ça, il ne siégera pas demain au Parlement européen, vu qu'il est chef de l'État français. Donc en réalité, il est dans une position doublement, éloignée. Ou décalée, oui. Voilà, exactement. Ouais. Clara Boer-Baef, ce qui est intéressant en écoutant Emmanuel Macron, c'est effectivement toute la tirade, on vient d'en voir l'extrait, où il dit, alors danger de l'extrême droite, il parle de l'extrême droite française, mais pas que, hein, il dit s'il y a une présence renforcée des partis d'extrême droite au Parlement européen, on risque d'avoir un Parlement européen bloqué. Est-ce que cet enjeu, celui-là, danger de l'extrême droite, c'est un enjeu qui est présent dans beaucoup d'autres pays européens et notamment utilisé justement dans le combat là, au moment où le vote se cristallise? Oui, absolument. Si on élargit un peu la focale de la campagne des élections européennes en France, la montée de l'extrême droite, elle est aussi dans d'autres pays européens. Elle est aux Pays-Bas, elle est en Allemagne, elle est aussi évidemment en Hongrie. Donc c'est un débat qui a lieu ailleurs, pas uniquement en France. Et c'est aussi un débat qui se joue évidemment à Bruxelles. Les dernières discussions entre les eurodéputés qui sont sortants en parlent évidemment et craignent en fait de se retrouver avec encore plus d'eurodéputés d'extrême droite. Et évidemment, ce sera d'autant plus difficile de trouver des coalitions. Et c'est d'ailleurs l'un des enjeux dont a commencé à évoquer Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est donc candidate à sa succession et qui commence à essayer de chercher des majorités parce qu'effectivement, alors avec la prudence que l'on doit évidemment au sondage, on voit un regain ou en tout cas plus de députés d'extrême droite. Oui, avec l'hypothèse que le groupe dont est issue Ursula von der Leyen, qui est le groupe PPE, la droite, donc la droite, on va dire, de gouvernement un peu classique, puisse éventuellement faire des alliances plutôt à sa droite, alors que jusqu'à présent, elle faisait des alliances plutôt vers le centre. C'est ce qu'on peut résumer. Je reviens à la forme de la prise de parole présidentielle. Émilie Zapalski, comment vous l'avez jugé? Former le fond, tout ça est lié, mais comment vous l'avez jugé? Plus long que ce qu'on pouvait imaginer. Ah, vous pensiez qu'il allait intervenir? Oui, peut-être un peu plus court. Moi, je l'ai trouvé bien à assumer, en fait, justement par rapport aux critiques des oppositions. J'ai trouvé assez droit dans ses bottes en disant, voilà, j'assume, il n'y a pas de raison, c'est mon rôle. Donc, j'ai trouvé plutôt posé plutôt bien et à développer, comme on le connaît, donc parfaitement. Un petit peu, quand même, en réponse un petit peu moindre vis-à-vis des petites attaques, notamment sur les soldats. Bon, on y reviendra sûrement sur ce qu'il compte mettre en place pour l'Ukraine. Il n'a pas vraiment répondu, ou en tout cas, je trouve qu'il a un peu botté en touche sur les conséquences que ça pouvait avoir. Et pourtant, Anne-Sophie Lapix lui a demandé. Et même chose sur l'idée que lui s'était engagé à faire baisser le Rassemblement national. Je trouve qu'il n'a pas vraiment répondu. Il a dit, en parlant là, je le fais. Mais il n'est pas revenu sur, en effet, cet échec, puisqu'il y a quand même 88 députés à l'Assemblée nationale en France, et que là, les taux sont assez élevés. Sinon, sur le fond... moi, je trouve étonnant cette stratégie parce que finalement, il a une fenêtre de tir qui a en effet été très critiquée. Et il n'était pas censé forcément être aux 20h de TF1 et France 2. Et il utilise les mêmes arguments, les mêmes choses, le même découpage finalement que toute cette campagne qui a été quand même difficile. L'Ukraine,
on amorce encore un engagement, vous le dites, c'est son rôle, il est très engagé. Bon, c'est habituel, avec en plus quelque chose qui est à double tranchant, parce que certains Français considèrent que si on avance trop, ça leur fait peur. On l'avait vu au moment où il avait annoncé les troupes au sol. Même chose sur le Rassemblement national, il reprend la même rengaine, sans être très concret sur cette fameuse menace. Qu'est-ce que ça va nous faire? Moi, j'ai pas très bien compris. Je soutiens pas le Rassemblement national, mais il dit attention au blocage des institutions européennes. Mais oui, mais sans dire exactement. Alors, il a parlé de la crise Covid, en parlant des vaccins. Moi, j'ai l'impression que ça donne presque des arguments au RN en disant oui, nous, on n'était pas là. Vous avez. Je trouve qu'il n'a pas été très précis sur exactement qu'est-ce que c'est que cette grosse menace dont il nous parle, dont il nous a déjà parlé en 2022, qui pourrait nous tomber sur la tête. Et puis, alors, on imagine bien, mais c'est pas. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie finalement de placer le Rassemblement national ou le vote d'extrême droite comme, c'est pas nouveau, Anne-Charlène, comme ennemi préféré en quelque sorte de la part d'Emmanuel Macron, mais même dans cette campagne des européennes, pour l'instant ça n'a pas payé si l'on en croit les sondages. Est-ce que Emmanuel Macron fait le pari de la cristallisation, c'est-à-dire de se dire c'est maintenant, là, dans les 3 derniers jours, qu'une partie des électeurs de Renaissance vont se décider, et donc je martèle le même message, même s'il n'a pas pesé auparavant? Alors moi, je crois que c'est une habitude de la part du président de la République et une erreur. Je vais vous dire pourquoi dans les deux cas. Une habitude d'abord parce que c'est un peu sa manière, je pense, d'incarner les sorties de crise. Alors il commence à être habitué aux sorties de crise, gilets jaunes, retraite, etc. Avec cette idée que s'il cède, en quelque sorte, il fait gagner une forme de tribunal populaire, une forme de relation avec l'opinion qui fait qu'il a tendance à tenir lorsqu'il est dans un conflit. C'est quelque chose d'assez personnel. Nos présidents de la République ont tous, sous la 5e, réagi de manière très différente eu égard à des caractéristiques qui sont propres à leur ADN, il faut le dire comme ça. Donc je crois que c'est sa manière de réagir qu'il a à nouveau utilisé ici, c'est-à-dire toutes les recettes ne fonctionnaient pas et pourtant il les continue parce que c'est sa propre conviction. Pourquoi, à mon avis, c'est une erreur? Parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'il calque un petit peu cette campagne des européennes sur les campagnes nationales, les législatives, les présidentielles, qui peuvent, c'est vrai, s'inverser. Très souvent, dans les derniers jours de scrutin, on a une part d'indécis qui va aller être à l'écoute de certains arguments de dernière minute. C'est moins vrai pour des élections européennes, surtout qu'on a des arguments anti-européens qui cristallisent depuis assez longtemps. Donc en réalité, moi j'ai trouvé que le président de la République avait peu répondu, je vous rejoins largement là-dessus, sur ce qui peut être l'angoisse européenne, ce qui peut être le blocage européen auquel il fait référence, parce qu'en réalité, il utilise des stratégies nationales, il utilise une réponse personnelle. C'est le cas aussi du Rassemblement national, qui a totalement nationalisé cette élection en faisant un référendum contre Emmanuel Macron. C'est vrai, mais quelque part, lui n'y répond pas totalement non plus, puisqu'il dit « ça n'est pas moi qui me mets dans la campagne, ce sont les oppositions puisqu'ils font un référendum contre moi, mais au moins allons-y sur le terrain des arguments. » C'était en tout cas ce qu'il a dit. Il a dit je vais développer les arguments et on pouvait quand même rester sur notre faim, surtout sur ces derniers jours de campagne. Clara Boer-Babev, est-ce qu'il y a un vrai risque de blocage? Puisque c'est l'argument donné par Emmanuel Macron, un vrai risque de blocage du Parlement européen. Alors, le Parlement européen, ça fonctionne différemment de l'Assemblée nationale et du Sénat que nous, en France. Il y a énormément de coalitions, justement, pour trouver des accords sur des textes. Et il faut bien se rappeler qu'aux dernières élections européennes, en 2019, déjà, il y avait eu plus de députés, d'eurodéputés d'extrême droite qu'aux précédentes élections européennes. Et ça a déjà, on l'a vu sous cette mandature, créé certains blocages, notamment sur des textes essentiels où les eurodéputés d'extrême droite faisaient front. Et en plus, il y a 2 groupes d'eurodéputés d'extrême droite au Parlement. Qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Ça leur arrivait de faire front et de réussir à freiner ou bloquer certains textes? Alors, ça a été très rare. Franchement, il y a le parti qu'on appelle ID, auquel s'associe plutôt le Rassemblement national, et le parti ECR, auquel s'associe plutôt Reconquête d'Éric Zemmour. Ou Giorgia Meloni, pour donner un exemple. Et de Giorgia Meloni, exactement. Voilà, parce qu'en plus des alliances entre partis, il y a aussi les alliances entre les différents partis des différents pays européens à l'extrême droite. Il y a un vrai risque de blocage si effectivement il y a une majorité d'eurodéputés. Et on pense par exemple à des textes sur l'écologie, on pense à des textes sur l'immigration, mais aussi sur l'énergie. Oui.
Mais ça veut dire, Vincent Couronne, que, pardon, je me fais un peu le défenseur d'Emmanuel Macron ce soir, parce qu'il n'y a pas grand monde autour pour le défendre. Oui, il est dans son rôle, avant un scrutin aussi important pour l'avenir de l'Europe, de dire attention, s'il y a une forte poussée d'extrême droite dans ce Parlement européen, peut-être que notre avenir en dépend. Il est peut-être là aussi pour alerter. Là-dessus, il a raison. En revanche, là où il n'a pas raison, c'est sur la question de la minorité de blocage. Et peut-être que je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez, Clara, mais parce qu'au Parlement européen, on vote à la majorité. Ce n'est pas une majorité qualifiée, donc si on est en minorité, point. On ne participe pas à la majorité. Ce qui peut se passer en revanche, c'est que si l'extrême droite a suffisamment de sièges, elle s'allie avec la droite, comme Ursula von der Leyen l'a plus ou moins suggéré. Oui, elle l'a évoqué. Voilà, elle l'a évoqué. Elle n'a pas dit non, en tout cas. Et qu'ils fassent passer leurs idées au détriment des centristes, en tout cas au Parlement, comme Emmanuel Macron. Donc en fait, ce que devrait craindre, et ce que j'imagine il craint Emmanuel Macron, c'est pas une minorité blocage de l'extrême droite, mais c'est une fuite de la droite vers l'extrême droite. Émilie ? Oui, je pense que c'est risqué aussi parce qu'on voit quand même que, en tout cas côté France, il y a une méfiance vis-à-vis de l'Europe. En tout cas, il y a de plus en plus de critiques vis-à-vis de l'Europe. Le Rassemblement national a décidé de dire qu'il ne voulait plus sortir et qu'il pourrait changer en fait cette Europe-là. Et à mon avis, c'est dans ce sens-là que le RN peut sortir gagnant, c'est-à-dire de dire finalement, blocage, vous l'avez dit, blocage sur l'écologie, c'est un peu ce qu'a fait le gouvernement en ralentissant l'écologie, on en parlait sur l'agriculture. On peut imaginer que c'est aussi ce que souhaitent les Français, c'est-à-dire que l'Europe aille moins vite sur certains sujets, puisse se poser la question plutôt deux fois qu'une sur certains sujets. Moi, il me semble que l'argument, il est vraiment à double tranchant. En fait. Alors, il y a une annonce quand même importante qui a été faite ce soir par Emmanuel Macron. Elle concerne la guerre en Ukraine et la décision de fournir des Mirage 2000-5 aux Ukrainiens. Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions qui permettra d'ici à la fin de l'année. Alors, la France va s'exprimer pour elle-même demain, mais surtout, nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires. Donc je ne serai pas définitif ce soir sur le nombre. Vincent Couronne, c'est quand même une annonce importante ou vous la relativisez ? Oui, c'est une annonce importante parce qu'il officialise quelque chose qui circule quand même et est un petit peu dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Donc il n'y a rien de surprenant en tout cas dans ce qu'il a dit. Ce qui va alimenter en tout cas les discussions, c'est est-ce que c'est quelque chose qui va provoquer une escalade ? Oui. Est-ce qu'on devient, à force de franchir des lignes rouges, est-ce qu'on devient co-belligérant ? C'est tout ce débat qui est important. Alors là, il me semble qu'il y a de grandes chances qu'on ne devienne pas co-belligérant avec les annonces qu'il a faites ce soir, y compris donc si on autorisait les Mirages à frapper le territoire russe, parce que comme il le dit, c'est pas des soldats français qui pilotent le Mirage et qui vont frapper le sol russe. Oui. Et les pilotes ukrainiens, ce qu'a dit le président, seront formés sur le sol français, si je me souviens bien. Cette partie-là concernant les Mirages. On vend des armes françaises dans le monde à des pays qui font la guerre à d'autres pays en connaissance de cause. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est co-belligérant avec ces pays-là. Mais il n'empêche que c'est quelque chose qui cristallise ce sujet-là de l'envoi de troupes ou la question des avions ou des frappes sur le territoire russe, qui cristallise pas mal de débats, d'opposition en Europe. Et c'est sur ça, nous en tout cas au Surligneur, c'est quelque chose qu'on a beaucoup relevé, c'est sur ça qu'appuie la Russie. C'est-à-dire que dans le narratif, les récits que la Russie diffuse pour déstabiliser les Européens, il y a toujours le fait de s'appuyer sur ces fractures européennes. Après l'annonce de Macron, quand il avait dit qu'il n'excluait pas totalement l'envoi éventuellement de troupes avec... L'ambiguïté stratégique, Voilà. Il y a eu de la désinformation qui a circulé un peu partout en Europe, comme quoi des militaires allaient arriver incessamment sous peu sur le territoire ukrainien, des militaires français, etc. Tout un tas d'éléments comme ça que plusieurs médias de fact-checking ont dû vérifier, et c'était faux partout en Europe. Et ça, on a très bien vu derrière la trace de la Russie qui appuyait sur ces discours-là, justement pour diviser les Européens. Oui.
Mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de défendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce que la Russie utilise ses failles pour tenter de nous déstabiliser qu'il faut arrêter d'aider l'Ukraine. Moi, j'ai juste en tête les premières déclarations européennes, et notamment d'un Olaf Scholz, qui à l'époque disait on va envoyer des casques. Aux Ukrainiens. Et petit à petit, on en est arrivé aujourd'hui, peut-être d'ailleurs un peu trop tard si l'on en croit ce que dit Volodymyr Zelensky, à envoyer des avions. Il parle d'une coalition, Clara Bauer-Babev, je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, mais on peut imaginer que ce sont d'autres pays qui possèdent des mirages du même type pour essayer d'apporter une force suffisante aux Ukrainiens dans 6 mois minimum, on le rappelle. Oui, absolument. Alors, je n'ai pas du tout d'informations précises à ce sujet, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est comme ça que fonctionnent les dirigeants européens. Il y a des coalitions, il y a des livraisons d'armes, il y a des achats de munitions, que ce soit notamment, évidemment, envers l'Ukraine. Il y a des pays, notamment la Lituanie et la Lettonie, qui soutiennent toutes ces initiatives d'Emmanuel Macron pour des questions évidentes de frontières communes avec la Russie. Donc, il y a un autre temps fort demain, puisqu'il y aura un discours entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Peut-être qu'on en saura plus sur cette coalition. Mais pour l'heure, je trouve qu'il n'y a pas non plus, même si c'est une annonce importante, le chef de l'État reste sur la position qu'il maintient depuis le début de la guerre en Ukraine, où au fur et à mesure des mois, il étrie comme ça des annonces de livraison d'armes, de fournisson de munitions ou de soutien financier au matériel à l'Ukraine. Oui, effectivement, il n'a pas voulu s'engager sur le nombre d'avions en disant que, a priori, il pourrait peut-être en dire plus demain. Un mot quand même, parce qu'à chaque fois qu'il y a comme ça un cran supplémentaire dans les moyens militaires que la France engage en Ukraine, on se dit, mais et le Parlement dans tout ça, il est jamais consulté, c'est pas obligé de le consulter. C'est la Ve République. Il n'est pas obligé de consulter le Parlement. Dans notre Constitution, qui a encore évolué en 2008, d'ailleurs, pour permettre que le Parlement soit consulté, il est consulté a posteriori. Donc, on est vraiment très loin d'une annonce qui serait faite avec un Parlement, on va dire, en cooptation. Je voudrais revenir quand même sur le discours à propos de l'envoi des mirages, etc. En fait, on a un président qui est assez fin juriste, c'est-à-dire qu'il reste dans les limites du droit international public que nous connaissons, que nous enseignons, en se disant, voilà, il l'a plusieurs fois rappelé avec les forces alliées, avec les alliés, avec la coalition, donc c'est une manière d'avoir un gros parapluie autour de lui, c'est-à-dire qu'il reste prudent dans l'idée justement de ne pas avancer dans la co-belligérance. Mais je rejoins largement ce que dit Vincent, c'est-à-dire que entre cette idée de ne pas aider jusqu'à la limite de l'acceptable juridiquement, c'est très différent de ce qu'en perçoivent les Russes. Et donc, en quelque sorte, on a un président qui, là encore, maintient son discours de fermeté, mais qui fait un petit peu la sourde oreille sur ce qui peut apparaître une escalade. Anne-Sophie Lapix revient à plusieurs reprises sur ce terme-là, et le président botte un petit peu en touche. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en effet, on reste dans les limites de ce qui est permis par des coalitions, par des forces alliées. Donc, je pense vraiment que le président a voulu garder cette prudence, et au fond, le seul message qu'il garde, c'est cette ambiguïté originelle. On veut la paix, mais on n'ira pas trop loin. On essaye de ne pas rentrer en guerre avec notre ami. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Il y a deux choses qui m'ont un peu gênée. C'est quand il parle de limites, il dit finalement elles sont fixées par ce que font les Russes. Ça, je trouve ça inquiétant presque, parce que ça veut dire que dans cette ambiguïté stratégique, on va monter par rapport à ce que font les Russes. C'est vraiment un côté suiveur, et c'est ce que Emmanuel Macron, finalement, tout en disant c'est nous qui menons le jeu parce qu'on leur montre qu'on n'a pas de limite, mais on est fixé par les Russes. Donc en gros, on avance, si les Russes avancent un cran de plus, on avance un cran de plus. Deuxième chose, c'est quand il a parlé justement des conséquences, et qu'Anne-Sophie Lapix l'a cherché sur si un soldat meurt. Et il a pris une comparaison qui m'a paru assez étrange sur un civil. Est-ce que c'est plus grave? Oui, parce qu'il y a déjà des civils sur le sol ukrainien qui pourraient être ciblés par les Russes. Je trouve ça étonnant de prendre ça, parce que je ne suis pas diplomate et je ne fais pas la guerre, mais j'imagine que ce n'est pas du tout, alors je ne sais pas juridiquement, mais ce n'est pas du tout les mêmes répercussions, il me semble, un soldat qui va faire la guerre par rapport à un civil qui se retrouverait là. Et je trouve qu'il a été assez faible en réponse là-dessus. Et dernière chose, il a parlé aussi il a nommé... Ça, c'est pareil, c'est en termes de communication, parce qu'il a besoin de s'engager sur le sujet. Il a nommé une brigade française. Il a dit qu'éventuellement, il y aurait des soldats ukrainiens qui seraient formés par
France, 4500. Et il a dit que ça serait comme une brigade française. Et c'est pareil, là on est dans une espèce d'escalade, en tout cas dans les termes, comme s'il voulait par fierté montrer à quel point on mettait le label de notre formation et de notre entraînement. Ça va un petit peu loin, il me semble quand même. Il dit à chaque fois, on n'est pas dans l'escalade, mais quand même. Ouais. Alors je ne sais pas, j'imagine que oui, si vous avez regardé les commémorations du D-Day aujourd'hui, des images qui étaient vraiment superbes, quoi. Ça a duré toute la journée sur les antennes de différentes chaînes. Moi je me suis dit, on sait organiser des grands événements comme celui-là, ça va plutôt rassurer dans la perspective des Jeux Olympiques. On va voir certaines de ces images et on va voir que si on resserre un peu sur les enjeux politiques, évidemment ça a donné ces images. Ça a donné à Emmanuel Macron la possibilité d'être à côté d'un Joe Biden, à côté du roi d'Angleterre, Charles III, ou encore de Volodymyr Zelensky un peu plus tard dans la journée. Est-ce qu'il peut y avoir un effet d'idée, tiens, sur ce scrutin européen? Anne-Charline Bézina. J'imagine que. On parle d'effet drapeau, ça s'en rapproche un petit peu. J'imagine qu'Emmanuel Macron le souhaite et qu'au fond, c'est vrai que si on fait un petit peu de rapide perspective arrière sur notre 5e République, le président de la République est évidemment la figure à laquelle on se rattache dans les moments d'angoisse à l'international. Donc cette idée qu'on ait pu être capable d'être unis dans un moment de guerre, cette idée que d'anciens vétérans d'ailleurs vous disent nous sommes pour un peuple en paix, pour des peuples en paix, qu'on entende ces messages-là, ça a évidemment un espèce d'effet fédérateur. Est-ce que ça peut ranimer le rêve européen dans les urnes? Je crois que l'espace est un petit peu plus grand, malheureusement. C'est-à-dire que concrètement, arriver à faire de ce rêve européen quelque chose qui se manifeste dans un projet politique, c'est ce que le président de la République, le centrisme européen, n'a pas forcément réussi à faire sur la dernière mandature. Donc ça serait vraiment tout l'enjeu de voir si on peut encore ranimer cela avec des images de l'histoire, puisque c'est là-dessus qu'est fondée l'Union européenne. Mais j'ai l'impression que ça s'érode un petit peu. Oui, Vincent Couronne, c'est aussi une image du monde libre qui était renvoyée aujourd'hui, évidemment, avec la Russie exclue des commémorations. C'est ce que j'allais dire, effectivement, avec la Russie mise à part, mise de côté. Et on peut imaginer aussi par anticipation, on a Biden ici et Trump dans la perspective de son retour. On peut imaginer aussi que là, c'est une démonstration de ce à quoi ressemble effectivement le monde libre quand on n'a pas Vladimir Poutine et quand on n'a pas Donald Trump. Donc c'est une coalition de démocrates en quelque sorte qui se réunissait là en Normandie. Alors c'est assez beau effectivement, c'est plutôt ça fait du bien de voir effectivement que des démocraties s'unissent aussi pour ce genre de message et ce genre de commémoration. Maintenant, est-ce que ça peut avoir un effet sur le scrutin? C'est extrêmement difficile à savoir. Parfois, on peut imaginer que ça peut aussi avoir un effet contre-productif, puisque son intervention a créé aussi de la polémique sur le fait qu'il intervienne aussi près du scrutin. Oui. Donc c'est pas impossible, en fait, même que ça ne l'aide pas beaucoup. Oui. Tiens, je ne vous ai pas posé la question sur l'Arcom. On va le savoir là, dans les... Moi, je me mets à la place de mes collègues des chaînes qui ont diffusé l'extension et qui vont dire, bon, alors on va faire combien de RN, etc. Il va falloir rattraper très vite, c'est ça? Il va falloir rattraper, en effet. Alors, on a une régulation de l'Arcom qui est fondée sur l'équité et l'égalité dans ce mouchoir de poche des dernières heures avant le scrutin. Et l'idée, c'est en effet de toujours rester audible pour avoir un équilibre, en fait, entre les différents partis. Et ce qui a été critiqué dans l'intervention du président de la République, c'est qu'il faut savoir que pendant très longtemps, l'Arcom ne décomptait même pas aucun des propos du président. C'était un peu considéré comme un arbitre au-dessus des partis. C'est l'article 5 de notre Constitution encore. Mais c'est vrai qu'il quitte son rôle de président de la République lorsqu'il vient dans l'arène politique. Donc l'Arcom manifeste ça aujourd'hui, c'est-à-dire on vient brouiller les pistes puisque finalement on a un discours pro-européen par quelqu'un qui n'est pas même engagé dans cette campagne, qui n'en prendra pas les résultats et la responsabilité. Donc c'est un peu déséquilibré pour le jeu politique. Et ça, l'Arcom essaye de le réguler. Et c'est vrai que c'est difficile à entendre, mais je crois que c'est pas forcément très sain pour nos oppositions qu'un président de la République aussi près d'un scrutin vienne. Alors on a dit hold-up, évidemment ça va trop loin, mais il y a quand même une question de rééquilibrage qui va se poser pour les médias et qui brouille un petit peu le message démocratique. Et pendant ce temps-là, on n'entendra pas non plus Valérie Ayé, puisque voilà, tous les autres vont prendre la parole. Il est mais pas elle.
rappelle. D'ailleurs, c'est intéressant, Émilie, parce que c'est un peu le condensé de l'histoire de la campagne de Valérie Rayet. Oui, et puis c'est donc une personnalité, une tête de liste qui est arrivée très tardivement pour lancer sa campagne, qui n'a pas été forcément très équipée pour s'attaquer ni sur le fond ni sur la forme. Aussi, elle n'a pas été, on dirait, épaulée. Et surtout, on lui a beaucoup volé la vedette, parce qu'on parle d'Emmanuel Macron, mais Gabriel Attal aussi lui a pas mal volé la vedette, en faisant le match avec Jordan Bardella à la télévision, en lui volant la vedette à Radio France. En s'invitant comme ça. Et encore une fois, ça a créé énormément de polémiques, parce que ça a été décrit comme quelque chose de très machiste. Et c'est vrai qu'on a l'impression que chez Macron, c'est difficile de faire grandir les hommes et les femmes, mais particulièrement les femmes, c'est-à-dire de les épauler suffisamment pour qu'elles se battent à outils égaux avec les hommes. Ouais. Donc c'est toute une série, ça ne s'arrête pas, et Macron lui vole encore la vedette. Là. Tiens, je veux bien vous entendre quand même sur peut-être un avis assez personnel sur la campagne de Valérie Rayet, parce que moi je suis à peu près persuadé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que lundi, s'il y a un mauvais score de la liste Renaissance, c'est pas à elle qu'on s'en prendra. Ça serait logique de s'en prendre plutôt à Emmanuel Macron et à Gabriel Attal. Oui, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, je pense que si on pense aux figures pendant cette campagne, on pense évidemment à Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Et je rejoignais ce que vous disiez sur la candidature de Valérie Rayet. Rappelez-vous, au début, c'était pas son nom qui était cité, c'était Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian, Stéphane Séjourné, qui ont tous finalement décliné, si on peut dire ça, cette invitation à mener la campagne des européennes pour la majorité présidentielle. Oui, ce qui a d'ailleurs fait perdre, pardon de vous interrompre, mais sans doute le mois ou les 2 mois, parce qu'on même à la tribune, dans des meetings, on l'a vu progresser, Valérie Rayet. Et il lui a peut-être manqué ces 2 mois pour endosser finalement le rôle de tête de liste. Quoi. Absolument, il lui a manqué ces 2 mois, et surtout que c'était une inconnue du grand public. Oui. Donc il y avait ça aussi, il fallait quand même créer l'animal politique en 2 mois. Après des noms qui étaient déjà sortis de la presse et dont on a appris plus tard qu'ils avaient refusé, dans une élection en plus qui n'est pas aussi populaire qu'une élection nationale, on est dans une campagne européenne, et en plus où sur la fin on sent qu'il y a comme un espèce de rush de la majorité à gagner des voix, et ces interventions dont on parlait, Emmanuel Macron, Gabriel Attal qui s'entretient avec Bardella. Vincent Couronne, vous vouliez intervenir ? Oui, mais c'est plus forcément très pertinent maintenant, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Clara. On a là une candidate qui, à mon avis, une fois élue, parce que de toute façon elle sera élue au Parlement européen, elle est tête de liste, donc elle aura un siège, sauf accident, sauf si la liste de... Oh, ils vont pas faire moins de 5 quand même. Voilà, on imagine que non, mais elle aura un poste. Elle a déjà des responsabilités au sein du Parlement européen, des responsabilités politiques importantes. Elle est connue au Parlement européen, Valérie Rayet, donc c'est peut-être même pas impossible qu'elle puisse poursuivre dans ses fonctions au Parlement européen, voire même monter en grade, chef de groupe, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être pas à elle qu'on s'en prendra sur le plan national après les élections, mais peut-être pas non plus au Parlement européen. Oui, intéressant. On va regarder l'un des sondages du jour, sondage BVA, qui nous donne des positions assez stable, on va dire ça comme ça, avec la liste de Jordan Bardella toujours largement en tête, 33% selon ce sondage. Valérie Rayet, on en parlait, 16%, dans un mouchoir de poche avec Raphaël Glucksmann à 14% pour PS et Place Publique. Ensuite, on a assez proche également la liste LFI de Manon Aubry, 7,5%, et celle de François-Xavier Bellamy pour les Républicains à 6,5%. Europe Écologie Les Verts, Marie Toussaint, 5,5%, et Marion Maréchal, 5%. Là, on est tout proche de cette barre fatidique des 5% qui permet d'envoyer des eurodéputés à Bruxelles et à Strasbourg. Et puis, enfin, la liste du Parti communiste de Léon Desfontaines à 2,5%. Peut-être, tiens, un autre chiffre, Clara Boer-Babev, qu'on n'a pas là, mais qui sera celui qu'on commentera dans les heures qui précéderont 20h dimanche, celui de l'abstention. Est-ce qu'il y a là un message que les électeurs européens, je voudrais qu'on dézoome là aussi et qu'on sorte un peu de la France, que les électeurs européens vont envoyer à l'Union européenne en fonction de la participation? Comment ce chiffre est analysé? Alors l'élection européenne, il faut savoir que tous les pays ne votent pas le même jour, et c'était aujourd'hui aux Pays-Bas, c'est le premier pays qui a voté. Alors sur l'abstention, selon les derniers sondages, pour l'instant c'est à peu près un Français sur 2 inscrit sur les listes qui n'est pas sûr d'aller voter. L'élection européenne, elle ne mobilise pas non plus l'ensemble de l'électorat dans les autres pays européens, mais quand même un peu plus qu'en France.
Alors on ne peut pas non plus parler d'une spécificité française. Les Français ne sont pas non plus contre les élections européennes et refusent absolument d'aller au scrutin. Mais c'est vrai, et on l'a vu aujourd'hui aux Pays-Bas, il y a quand même plus de 50% des électeurs qui se sont rendus dans les urnes. C'est aussi une élection qui mobilise plus dans des pays comme l'Espagne, comme en Allemagne, comme en Italie aussi. Et on verra effectivement dimanche, une fois que tous les pays auront voté, quelle est la part des citoyens qui sont rendus aux urnes. Mais c'est vrai que l'abstention, c'est aussi pour moi le chiffre qui manque dans ces sondages. C'est le chiffre qu'on s'empresse d'oublier. Élection après élection. Et pourtant, il est quand même... C'est un sacré révélateur. On parle souvent ici de nos démocraties fatiguées, voire malades. C'est peut-être celui qu'on devrait le plus avoir en tête. C'est en effet ma réponse. C'est le chiffre le plus important d'une élection. C'est-à-dire, est-ce que l'élection a mobilisé les électeurs? C'est au fond le but d'une élection. Donc ici, sur les élections au Parlement européen, sachant que justement, l'idée d'élire le Parlement européen au suffrage universel direct, c'était une des très belle idée du rêve européen. On parlait du D-Day tout à l'heure. Donc, cette idéologie-là qui s'effrite, cette abstention qui monte, c'est le jeu des partis, justement, anti-système européen. Et ça prouve que l'Europe doit, en tout cas, à nouveau, réussir à parler, j'ai envie de dire, on parle en sciences administratives de l'imaginaire populaire, de l'imaginaire d'une constitution, etc. Eh bien, il faut encore maintenant qu'on retrouve cet imaginaire européen et on l'a perdu complètement. Donc le chiffre de l'abstention, c'est celui qui nous dira si on a encore envie de rêver de l'Union européenne. Alors, et ça, c'est majeur. Et justement, il y a peut-être, nous, à Public Sénat, on a décidé, et vous avez participé à un certain nombre de débats, de donner beaucoup de place à ces élections européennes, à la fois sur ces enjeux de politique, d'équilibre, etc., et puis sur les grandes thématiques, l'immigration, on va parler d'agriculture dans la seconde partie du débat, la transparence, bref, tous ces grands thèmes. Peut-être qu'il faut dire à nos téléspectateurs, Vincent Couronne, que le Parlement européen, pour lequel on va voter dimanche, il a de plus en plus de pouvoir. Si on compare ce qu'il était il y a quelques années et ce qu'il est aujourd'hui, il a de plus en plus de pouvoir. Ah mais non seulement il a de plus en plus de pouvoir, mais aujourd'hui c'est un Parlement qui a probablement beaucoup plus de pouvoir que notre propre Parlement français. Ne serait-ce que parce que le Parlement européen, c'est lui qui va à un moment donné devoir voter pour élire la Commission européenne. Jamais on verra l'Assemblée nationale en France. Sur proposition des États, c'est ça ? Sur proposition des États, mais le Parlement européen ne s'empêche pas, ne s'interdit pas de rejeter des candidats. C'est arrivé, parce que politiquement, il n'est pas encore en accord avec eux. On se souvient d'un Rocco Buttiglione italien qui avait été proposé par Berlusconi et qui avait déclaré que les femmes c'était à la cuisine et que l'homosexualité était une aberration. Pour ses propos, le Parlement européen l'a rejeté et a demandé à l'Italie de proposer quelqu'un d'autre, plus en phase avec les idées de la majorité au Parlement. Le Parlement européen adopte aujourd'hui à peu près 75% de toutes les normes, les lois européennes sont adoptées par le Parlement européen. Et ces lois qui s'appliquent à 450 millions d'Européens, voire même pour les questions climatiques, la question de la protection des données personnelles, de la régulation des plateformes comme Meta, TikTok, etc., qui ont une application quasiment dans le monde entier. Donc aujourd'hui, le Parlement européen, c'est un Parlement qui est un des plus puissants du monde. Est-ce qu'il faudrait, Clara Bauer-Babev, changer de système? Parce que là, on parle finalement de la nationalisation, enfin, le fait que les enjeux soient nationaux, que les différents partis finalement mettent l'accent là-dessus et ne parlent pas suffisamment d'Europe. Finalement, on pourrait imaginer aussi des listes transnationales, où là, par définition, on parlerait d'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça a été évoqué? Est-ce que c'est une piste encore discutée ou alors pas du tout? Je vous rejoins totalement là-dessus. Et d'ailleurs, la réforme des institutions européennes n'est pas uniquement celle du Parlement européen, mais aussi la prise de décision, l'articulation entre, vous savez, le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil européen, le Conseil de l'UE, voilà, tout ce marasme qui se joue à Bruxelles. Ça a été évoqué et je pense d'ailleurs que ce sera sûrement, alors peut-être pas à l'agenda du premier jour de la future Commission européenne, mais c'est sûr que réviser en tout cas le fonctionnement des institutions pour les rendre peut-être parfois plus justes ou en tout cas plus simples à comprendre et plus simples à voter, c'est un débat qui a déjà lieu. Et on en avait déjà parlé d'ailleurs, imaginez si on élargit l'Union européenne à d'autres pays, ça veut dire des nouveaux députés, il y en a déjà 750 au Parlement européen. Imaginez-vous si d'autres États rejoignent l'Union européenne, évidemment ça multiplie encore une fois les listes, le nombre d'élus et le nombre de votes. Amy ? Moi je me posais la question sur l'argument de dire c'est un Parlement qui est
très puissant, le plus puissant. Ça peut être aussi un contre-argument en disant, bah oui, on décide beaucoup, et c'est ce qu'utilise le Rassemblement national, justement, en disant on décide beaucoup. Oui, mais il y a aussi pour beaucoup nous, de Français qui sont toujours attachés aux valeurs européennes et à cette construction. Mais les crises font qu'on s'est quand même replié largement sur les nations, on l'a vu, et que l'Europe n'est pas tout à fait la même que quand on a créé l'Union européenne. Mais alors, est-ce que c'est pas justement le moment de les porter haut, ces valeurs-là? Mais bien sûr que l'intérêt commun, il faut le re-questionner, c'est ce qui a donné la base à l'Union européenne, mais il y a des Français qui considèrent quand même, et ça évolue dans ce sens au fil des années, que l'Europe est trop puissante et trop technocrate, et du coup qui veulent un petit peu bousculer les choses. D'ailleurs, là où je vous rejoins, c'est la critique des agriculteurs dont on va parler dans quelques minutes. Et celui qui s'en sort là-dessus, c'est le Rassemblement national, parce que justement, il dit plus je sors de l'Union européenne, il dit je vais la changer et on va reprendre certaines décisions, ce qui serait probablement catastrophique. Mais en tout cas, ça parle à un certain nombre de Français. Là, je suis d'accord qu'effectivement, dans la tête du Rassemblement national, dans sa manière de raisonner, c'est un argument contre justement l'Europe. Oui. Sauf que ce que dit le Rassemblement national, souvent, c'est qu'il critique la Commission européenne, alors que là, ici, c'est le Parlement européen, élu directement par les citoyens européens. C'est l'organe démocratique par excellence. Et puis, d'autre part, je disais tout à l'heure, l'Assemblée nationale est probablement moins puissante que le Parlement européen. Mais l'Assemblée nationale, elle a un moyen, alors, sous le contrôle du gouvernement et à l'initiative sous l'impulsion du gouvernement, en France, 5e République oblige, elle a l'arme atomique, c'est un jour d'appuyer sur le bouton pour se retirer de l'Union européenne. Donc elle a toujours la possibilité, le Parlement français avec l'exécutif ont toujours la possibilité à un moment donné de dire on ne soutient plus ça, on sort. Donc en fait, ce Parlement européen est très puissant aussi parce qu'on l'a voulu et parce qu'on accepte cette situation et qu'on élit tous les 5 ans un Parlement au suffrage universel direct. Il y a un dernier thème, il nous reste quelques minutes, dont je voudrais qu'on parle dans ce débat, c'est cette barre fatidique des 5% qui permet d'envoyer des députés à Bruxelles et à Strasbourg, à la fois pour la liste zémouriste menée par Marion Maréchal et pour la liste écologiste menée par Marie Toussaint. L'heure est à la mobilisation générale. Je vous propose d'écouter justement la députée Europe Écologie Les Verts, qui rappelle le contexte de 2019. Finalement, tout le monde se réclamait de l'écologie. D'ailleurs, la question qu'on nous posait il y a 5 ans, parce que les sondages n'étaient pas non plus glorieux 2 jours avant l'élection, ni en France, ni dans le reste de l'Europe. Et les questions qu'on nous posait, c'était même, comme tout le monde est écolo, pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous? Bon, voilà. Le contexte aujourd'hui, il est différent. Il y a une forme à la fois de résignation contre laquelle il faut combattre. C'est pour ça qu'on appelle vraiment à se mobiliser dimanche. Parce qu'en fait, quand on se mobilise, ça peut changer. Anne-Charlotte Bézina, est-ce que c'est la bonne stratégie de tirer le signal d'alarme pour mobiliser ses électeurs? J'ai en tête le Lionel Jospin de 2002 qui ne tire pas la sonnette d'alarme. C'est compliqué de savoir quelle est la bonne stratégie quand un bateau est en train de naufrager, en réalité. Donc, on peut dire ça des Verts quand on compare le score de... Surtout par rapport aux dernières élections. En effet, il y a eu une chute abyssale. La question de savoir si on tire la sonnette d'alarme ou pas, à mon avis, me paraît assez secondaire dans l'opinion qui, à mon sens, aujourd'hui est assez certaine des bulletins qui seront dans l'urne. Le gros de la campagne est fait. C'est vrai qu'on peut toujours se dire que des indécis vont se décider au dernier moment, mais est-ce que ce sont vraiment des arguments? Des écologistes qui se disaient, si l'on en croit les sondages, je vais voter Raphaël Glucksmann, et qui d'un seul coup voient la liste de Marie Toussaint juste au niveau des 5%, un peu au-dessus, un peu en dessous, peut-être qu'ils vont changer d'avis. C'est une question qui, à mon avis, dépasse vraiment celle de la manière dont on incarne l'écologie. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de sauver ce parti et son identité finalement au sein du Parlement? Mais est-ce que même ce scrutin national est vraiment vécu comme ça par ceux qui vont aller voter, ou en tout cas ceux qui font partie des indécis? Est-ce qu'ils sont vraiment dans l'idée de se dire il faut qu'il y ait une identité de tel parti au Parlement européen, ou est-ce que finalement c'est un vote idéologique de contestation, de manifestation? C'est ça qu'on va devoir se poser comme question dimanche soir. C'est quelle a été la signification du vote de ceux qui se sont décidés jusqu'au dernier moment, et il faut essayer que ce ne soit pas un vote contestataire qui s'exprime, parce que c'est ce que l'Union européenne cristallise contre elle. On a dit un Parlement très puissant, mais n'oublions pas quand même que la meilleure manière de contrôler ce qui se passe au sein de l'Union européenne, c'est d'y renvoyer ses parlementaires élus au scrutin national. Donc voter dimanche, ça signifie contrôler ce qui va se passer au sein de ce Parlement, et c'est la base de l'Union européenne. Rappelons évidemment que c'est la souveraineté des nations qui a constitué l'Union et qui continue à la constituer. Donc je crois qu'en fait on a tendance à parler de l'Union européenne comme quelque chose qui dépossède les États, en oubliant tout simplement ce message très clair: ce sont les États-nations qui sont aux manettes de tous les organes de décision européens. Donc
pensez-y en allant voter dimanche et allez voter. Et allez voter, on fait tous passer le message. Clara Boer-Babef, sur le vote écologiste, est-ce qu'il y a un repli partagé, c'est-à-dire dans d'autres pays européens, ou est-ce que la France est une terre de perdition, ou la seule terre de perdition pour le vote écologiste en ce moment? Non, absolument pas. C'est un phénomène qu'on observe dans plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas. Rappelez-vous, en 2019, c'était le temps des grandes marches pour le climat, c'était l'apparition de Greta Thunberg dans les meetings. Il y avait un vent portant, très clairement. Exactement, il y avait un engouement de la jeunesse, et pas que d'ailleurs de la jeunesse pour la cause climatique. Aujourd'hui, l'impression que ça donne, c'est quand même que cette cause un peu monothématique des Verts sur le climat, aujourd'hui, après 5 ans d'une commission qui a été traversée par plusieurs crises. Alors, on s'éloigne de la crise Covid, mais ça a quand même laissé des traces. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la crise, évidemment, agricole, qui a effectivement parfois questionné un peu la stratégie des écologistes au Parlement européen, font que, pas uniquement en France, mais aussi dans les autres pays européens, il y a une baisse de l'engouement pour ce parti qui, en 2019, en France, avait fait quand même 13%. Oui, on va parler d'agriculture dans un instant, Vincent Couronne. Craignez-vous, est-ce qu'on peut craindre un backlash, c'est-à-dire un retour en arrière un peu conservateur, notamment sur les ambitions environnementales de l'Europe? On en voit déjà aujourd'hui à l'œuvre ces retours-là sur les questions environnementales, climatiques, sous l'effet des manifestations partout en Europe des agriculteurs, qui a vraiment été un mouvement européen. Oui. Le Parlement européen, le Conseil, c'est-à-dire les États et la Commission, tous reculés, ont présenté un plan pour prendre en compte la colère des agriculteurs et réduire les ambitions climatiques. Au lendemain des élections de dimanche, il y a de fortes chances pour que cette ambition climatique, je ne sais pas, c'est peut-être un euphémisme, mais ne connaisse pas un renouveau particulier. Oui, en réalité, si vous êtes jeune, si vous voulez que les ambitions climatiques continuent d'avancer, allez voter dimanche, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui. Surtout que c'est à ce niveau-là que ça se joue, ces questions climatiques. Merci beaucoup, merci à tous. C'était passionnant de commenter cette actualité chaude en ce jeudi soir. À bientôt sur Public Sénat.